Alors voilà rapidement le plan de notre topo. On va parler beaucoup de la cortisone, qui est vraiment un vieux médicament, mais qui est toujours un traitement socle des maladies dont on parle ce matin, vascularité lupus. On va voir un petit peu sa partie encore yin et yang, hein, ce qui est positif chez la cortisone et puis ce qui peut être négatif et qu'on va essayer de vous montrer comment on peut éviter. On va parler des fameux biomédicaments, des médicaments un peu plus modernes. Et puis ensuite, on parlera peut-être un petit peu de certains aspects qui sont spécifiques aux deux maladies qui sont présentes dans la salle. Alors, la cortisone, quelle place elle a dans le traitement actuel? C'est un traitement qui marche très rapidement. Donc c'est vrai que la plupart des moments où il y a une poussée de la maladie inflammatoire, où c'est comme disait Sophie, rouge, douloureux, chaud, etc., là vraiment la cortisone, c'est difficile de s'en passer parce qu'elle agit extrêmement rapidement. Ensuite, c'est un médicament qui va agir avec les autres traitements sur le plus long terme. Les autres traitements qu'on appelle les traitements de fond de la maladie, c'est ce qu'on appelle des immunosuppresseurs ou des immunomodulateurs. On va à chaque fois, nous, médicalement, quand on vous reçoit en consultation, essayer d'évaluer la maladie pour voir de quoi vous avez besoin, mais en donnez pas le maximum, donnez le minimum nécessaire. Donc à chaque consultation, la question qui se pose avec un patient, c'est ce que je lui donne sur l'ordonnance, est-ce que ça peut être réduit en fait? Pas pour des questions de coût, même si ça pourrait rentrer dans la balance au niveau de nos gouvernants, mais pour des raisons effectivement de balance bénéfice-risque. Si j'en donne trop alors que ce n'est pas nécessaire, j'expose à des effets secondaires. Si j'en donne pas assez, j'expose à une rechute de la maladie, à sa progression au niveau des organes. Et donc aussi, on va pouvoir aussi essayer de discuter l'arrêt des traitements de la plupart, avec des timings différents, mais partez du principe qu'on ne parle plus de traitement à vie. Quand on annonce la maladie, ou dans les premières années de la maladie, des fois effectivement maladie chronique veut dire une maladie qui va durer extrêmement longtemps, mais pas forcément avec les mêmes traitements. Ce qui veut dire que l'horizon pour vous, c'est pas que le traitement que vous avez à un moment donné sera toujours le même, il sera probablement, quand c'est possible, réduit, des fois arrêté temporairement, au moins en partie, mais ce n'est pas quelque chose de constant. Alors la dose, c'est une question importante. Donc pour revenir sur ce que je viens de dire, on essaie toujours d'employer la dose minimale nécessaire. La dose idéale, c'est 0, notamment pour la cortisone. Tous les médecins du monde visent à donner 0 corticothérapie, voire même des fois, quand c'est possible dans certains cas, ne pas la démarrer. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que c'est elle qui est la plus rapide et la plus efficace. Quand on a une dose qui est environ à 5 mg de cortisone par jour ou moins, c'est vrai que pendant un certain temps, c'est assez neutre en termes d'effets secondaires. Par exemple, je vais prendre un exemple, la prise de poids, l'insomnie, effectivement, à des doses de 5 mg, de 4 ou en tout cas moins de 5, généralement, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que notre corps, physiologiquement à tous, quand on n'a pas de médicaments, il produit une cortisone naturelle à ces doses-là à peu près. Donc quand on est à 5 mg ou moins, finalement, on se remet quasiment aux doses de la physiologie. Mais idéal, c'est 0. La dose initiale qu'on va vous donner, elle dépend de l'atteinte que vous avez. C'est sûr que ce n'est pas pareil de traiter une petite atteinte de la peau, d'une énorme atteinte articulaire ou d'une atteinte qui touche le cerveau, le cœur ou le rein. Donc la dose de cortisone que vous recevez, elle peut aller à des milliers de milligrammes des fois en perfusion. Elle dépend de la sévérité de la maladie au moment où on la prend en charge et elle est adaptée bien sûr aussi au poids. Et ensuite, l'efficacité mais aussi les effets secondaires, ils sont dépendants de la dose. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas dire la cortisone c'est bien ou c'est mal. C'est cette dose de cortisone, elle est bonne ou elle est mauvaise à un instant donné, dépendant de vous et aussi dépendant de pourquoi on la donne et à quel moment. Alors combien de temps on donne la cortisone? Autant que nécessaire, c'est un peu une apalissade. En fait, l'objectif, c'est qu'on vous mette dans ce qu'on appelle une rémission. La rémission, c'est un terme qui fait un peu comme en cancérologie, mais c'est le terme qu'on emploie maintenant actuellement. La rémission, c'est une maladie, comme a dit Sophie, où il n'y a plus les symptômes pour la personne. Est-ce que la rémission, elle doit enlever les anticorps qu'on dépiste dans vos prises de sang? Pas forcément. C'est-à-dire qu'on pourra en reparler plus en détail. Notre objectif, c'est que vous soyez bien sans inflammation au niveau de vos symptômes. Il peut arriver des fois où les anticorps persistent dans les prises de sang. Ça ne veut pas dire qu'on a raté l'objectif de la rémission. Donc le moins longtemps possible de cortisone. C'est vrai que maintenant, dès qu'on peut l'arrêter, on l'arrête. Si on a du mal à l'arrêter, on va vous donner un autre médicament. On va en parler. C'est Pierre-André qui va développer ça. Des fois, dans le but d'arrêter un traitement de la cortisone, on va donner un autre médicament qui a moins certains effets secondaires. Le sevrage, il se fait toujours de façon progressive parce que la cortisone, on en a tous besoin pour vivre, on en sécrète naturellement. Si vous prenez de la corticothérapie, le seul message à retenir, ne jamais l'arrêter. Si vous avez une gastro-entérite que vous vomissez, il faut qu'on puisse la donner des fois en perfusion parce que le corps, sinon, entre dans un sevrage cortisonné qui est pas du tout, qui peut être assez embêtant. Les modalités d'arrêt, elles sont variables selon les médecins, selon les pays. Il y a des personnes chez qui les médecins arrêtent très progressivement. Ils font par exemple 5
4, 3, 2, 1, comme une espèce de compte à rebours à l'envers avant d'arrêter la cortisone. D'autres personnes, quand ils sont à 5 mg, certains médecins arrêtent et passent de 5 à rien. C'est tout à fait envisageable aussi, sous surveillance. Et encore d'autres pratiques passent de la cortisone médicament, le Cortencil par exemple, qui est un médicament utilisé, ou le Solupred, ils passent à un médicament qu'on appelle hydrocortisone, qui est une cortisone de synthèse naturelle, qui est celle de notre hormone corporelle, pour faire le passage entre la cortisone de synthèse, la cortisone naturelle hydrocortisone, et puis l'arrêt. Alors voilà, pour le lupus, la rémission, elle est définie maintenant dans nos protocoles nationaux de la façon suivante. Il faut que vous n'ayez pas de signes cliniques, par exemple pas de douleur articulaire, pas d'inflammation de la peau. Il faut qu'il y ait de la cortisone à 5 mg ou moins, et que les autres traitements, dans le cas du lupus, et notamment au moins le plaquenil, mais ça peut être d'autres médicaments associés, soient à des doses stables. Ça, c'est l'objectif premier où, en fait, dès qu'on l'a atteint, en fait, on est assez satisfait parce que ça engage le fait que la santé soit stabilisée. Par contre, tant qu'on n'a pas atteint cet objectif, on va changer nos traitements avec vous pour pouvoir l'atteindre. Alors, les effets secondaires, je ne vais pas essayer d'être anxiogène. On fait des fiches pour informer nos patients dès le début du traitement. On évoque la prise de poids, on évoque les éléments de régime, on en parlera dans les petits groupes où il faut faire attention, pas qu'au sel, mais aussi au sucre. On évoque les troubles de l'humeur, le stress, l'anxiété que peut générer la corticothérapie, l'insomnie. Ça, tout le monde n'est pas égal par rapport à la même dose. Donc, il y a des effets secondaires. Un des effets secondaires, on va en parler après avec un de nos collègues, c'est les infections. Donc, quand on commence la cortisone ou les autres traitements de ces maladies auto-immunes, comme on va baisser le système immunitaire que vous a montré Sophie, on baisse les cytokines, on baisse les cellules. Le prix à payer, entre guillemets, malheureusement, c'est une susceptibilité aux infections. C'est pour ça qu'on va être très très lourd à chaque consultation pour vous demander d'être des bons élèves de vaccination, quel que soit l'âge en fait. Parce qu'effectivement, même si vous êtes très jeune, quand vous êtes sous des fortes doses de ces traitements, ça vous rend susceptible aux microbes qui vont faire des infections beaucoup plus carabinées que des personnes qui n'ont pas ces traitements. Donc les vaccins sont vraiment quelque chose qu'on va discuter après de façon attentive parce que c'est vraiment important. Il n'y a pas que ça, il y a le fait de consulter aussi rapidement quand il y a de la fièvre. Alors à chaque fois, la consultation, c'est une négociation entre le médecin et son patient par rapport aux médicaments. Est-ce qu'on donne des doses qui sont fortes et on est sûr que la maladie est stable, mais il y a des effets secondaires, par exemple les infections? Ou est-ce qu'on donne des doses qui sont plus faibles, voire on arrête, mais on s'expose à ce moment-là à moins d'effets secondaires, mais à plus de risques que la maladie récidive. Et donc c'est au cas par cas qu'on prend cette décision avec chaque patient. Il n'y a pas de recette toute faite pour l'ensemble des patients. J'ai bientôt fini pour ma partie. Quelles sont les alternatives justement pour faire ce qu'on appelle de l'épargne cortisonique, en donner le moins possible sur le long terme? Première alternative, ne pas débuter la cortisone. Par exemple, dans une maladie de la peau, que ce soit la vascularite ou le lupus, si on peut traiter avec de la cortisone locale et éviter d'en prendre dans le corps par la bouche, on va favoriser ça. Les dermatologues favorisent ça. La deuxième chose, c'est justement cette corticothérapie locale qui peut se donner dans plein d'endroits. La peau est très connue, mais c'est valable aussi pour d'autres endroits. Par exemple, des maladies inflammatoires des yeux. On peut donner des collyres aussi anti-inflammatoires sans avoir besoin de donner la cortisone par voie générale. Ensuite, le principal, c'est d'arrêter rapidement la cortisone et aussi de prévenir les complications. Par exemple, la cortisone prise pendant des mois, ça fragilise les os. Donc on va des fois vous donner de la vitamine D et des fois des médicaments pour consolider les os pendant la prise de cortisone. Même si vous n'avez pas plus de 65 ans ou qu'il n'y a pas d'ostéoporose, on va surveiller ces aspects-là. Et enfin, et c'est la suite, comment on peut épargner la cortisone? Bien justement avec les autres médicaments un peu plus modernes qui des fois prennent le relais de la cortisone ou peuvent des fois même la remplacer au long terme quand on n'arrive pas à la baisser facilement. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, je vais effectivement vous parler de ce qu'on appelle les biomédicaments, les biothérapies. C'est depuis les années 2000 dans les maladies auto-immunes, c'est littéralement une révolution thérapeutique pour nous. Il faut savoir que dans les années 70-80, globalement, on avait la corticothérapie, alors qui est très bien, mais qui a aussi des effets secondaires qu'il faut toujours mesurer. Et puis, quand on avait des atteintes sévères, on utilisait on utilisait ce qu'on appelle le cyclophosphamide, qui est de l'endoxan, qui est un peu comme du napalm, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va calmer la maladie, mais c'est très peu spécifique, c'est très puissant. Alors, on l'utilise encore un petit peu, mais beaucoup moins. Et à partir des médicaments développés dans les maladies cancéreuses hématologiques, sont nées les biothérapies.
Mais les biothérapies, ça n'est pas que pour les maladies auto-immunes ou que pour les maladies cancéreuses. Par exemple, les premières biothérapies qu'on peut considérer biothérapies, c'est-à-dire des molécules qui sont nées de la biotechnologie, et on parle d'organismes vivants, c'est-à-dire que en fait, le médicament est créé parce qu'on reprogramme par exemple des cellules pour qu'elles fabriquent le médicament qu'on souhaite. Donc c'est à partir d'organismes vivants. C'est ça qui fait toute la différence avec la molécule chimique, un médicament, on va dire, conventionnel. Et donc les premières biothérapies ont été, par exemple, l'insuline, d'accord, les hormones. Et pour vous montrer ce panel, donc, il y a l'insuline, des enzymes, des facteurs de croissance, les vaccins sont des biothérapies. Et puis, ce qui nous intéresse, ce sont les anticorps monoclonaux. On va y revenir après. Et vous pouvez voir sur le schéma de droite qu'on les utilise dans toutes les disciplines médicales. Que c'est utilisé en oncologie, mais également en rhumatologie, en dermatologie, en génétique, en gastro-entérologie, dans toutes les disciplines. Donc ce que je vous disais, c'est que comparé, nous, aux immunosuppresseurs dits conventionnels, qui vont jouer sur plusieurs cellules, là, nous, l'avantage d'une biothérapie, c'est que c'est un traitement qui est ciblé. On va aller cibler un messager chimique, une cytokine, un récepteur, et qui va bloquer une cascade derrière. Et donc les anticorps monoclonaux, il faut savoir qu'il y a près de 100 anticorps monoclonaux disponibles sur le marché pour tout un tas de pathologies, qu'il y a plus de 2000 produits en développement. Quand on parle de révolution, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que globalement, tous les ans, on nous propose maintenant des nouvelles thérapeutiques, des thérapeutiques qui sont prometteuses et qu'on utilise au fur et à mesure dans la prise en charge des pathologies auto-immunes. Alors, nous, ce qu'on utilise le plus, ce sont les anticorps monoclonaux. Donc, le docteur Desplagego vous a parlé de l'anticorps. Globalement, cet anticorps, il va reconnaître un antigène, où là, on va en fait lui faire détecter le messager chimique qu'on veut bloquer, le récepteur qu'on veut bloquer, ou les choses qu'on veut activer. Quand on dit monoclonal, c'est-à-dire que on injecte 1000 fois le même anticorps au patient. C'est exactement le même. Il n'y a pas d'anticorps différent, c'est le même. Et en fait, c'est le haut de la fourche que l'anticorps va détecter ce qui doit bloquer et ainsi bloquer la cascade. Alors, comme je vous disais, il y a tout un historique, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour améliorer la fabrication de ces anticorps, mais également la tolérance de ces anticorps, et avec l'amélioration des techniques de fabrication. Donc c'est en 1975 que le premier anticorps monoclonal a été synthétisé, fabriqué, qui a valu d'ailleurs un prix Nobel aux médecins qui l'ont fait. Et puis, au fur et à mesure, on a amélioré les choses parce qu'au tout début, on a utilisé des modèles animaux, des souris, pour pouvoir fabriquer ces anticorps monoclonaux. Et du coup, les premiers anticorps qui étaient fabriqués, c'était un anticorps de souris, un anticorps qu'on cachait la souris. Et quand on l'injectait à l'humain, eh bien, en fait, ça marchait un peu, mais il y avait surtout de gros problèmes de tolérance immunitaire. Tout à l'heure, le docteur Desplat vous a parlé de la tolérance. Mais là, en fait, clairement, on injectait un médicament, un anticorps qui était tout de suite reconnu par le système immunitaire. Donc, il pouvait y avoir des réactions allergiques, de la mauvaise tolérance au long cours, et en plus, le développement du système immunitaire qui finalement va contrer cet anticorps. Et qu'est-ce qu'on peut retenir sur les 20 dernières années? C'est que les biotechnologies se sont améliorées et au fur et à mesure,
on est passé d'un anticorps qui était de la souris complète. On a fait ce qu'on appelle des chimériques, c'est-à-dire il y avait 80% d'humains et 20% de souris. Puis on s'est rapproché de plus en plus vers un anticorps qui est 100% humain, c'est-à-dire un anticorps identique que chez l'humain, du coup qui limite les problèmes de tolérance immunitaire. Alors comment ils fonctionnent, ces anticorps monoclonaux ? Tout à l'heure, on vous a parlé des messagers chimiques, des cytokines, des cellules, des lymphocytes qu'il faut essayer de bloquer. Et du coup, en fait, ils peuvent neutraliser. Par exemple, vous avez ici donc le messager chimique, par exemple une cytokine, un messager qu'on souhaite bloquer. L'anticorps vient se mettre dessus et du coup, ce messager chimique ne peut plus aller se mettre sur le récepteur qui est sur la cellule et ne va pas activer. Autre chose, un autre type d'anticorps, cette fois-ci, on ne bloque pas le messager chimique, mais on bloque directement le récepteur. C'est possible aussi. Et puis après, ils peuvent aider à la suppression d'une cellule en utilisant le système immunitaire, notre système immunitaire. Par exemple, l'anticorps vient se fixer sur le récepteur et en fait, cet anticorps va induire l'apoptose, c'est-à-dire une mort cellulaire programmée de la cellule qu'on souhaite détruire finalement. Ou sinon, on va utiliser le système immunitaire, soit d'autres types de lymphocytes, soit le fameux système du complément, où en fait, on retrouve notre anticorps qui active une partie du système immunitaire, et le résultat est le même, c'est-à-dire qu'il va détruire la cellule. Et par exemple, détruire le lymphocyte B qui fabrique les anticorps. Et du coup, je voudrais introduire cette notion de biosimilaire. Vous savez que dans l'actualité socio-économique, dans le but d'essayer de réduire les coûts de santé, au fur et à mesure, quand on a une molécule chimique, par exemple le Doliprane, il a été génériqué, et du coup la molécule c'est le paracétamol, et du coup on fabrique ce médicament à un moindre coût, et on l'a génériqué. Mais le principe actif est exactement le même, à 100%, que le Doliprane. Quand on parle de biothérapie, vu que c'est à partir d'organismes vivants, il y a le médicament qu'on va cloner à moindre coût, il ne sera jamais identique à 100% parce qu'il y a cette notion d'organisme vivant. Donc en fait, on fabrique un médicament qui est identique qui est similaire à 99,99%, mais il n'est pas à 100%. Donc on ne peut pas parler de générique d'une biothérapie, on parle de biosimilaire. Et donc, ce sont des médicaments qui ont été produits par biotechnologie, dont le brevet a expiré. Il faut savoir qu'en général, la durée des brevets, c'est 10 ans. Donc, en fait, le médicament Princeps est là pendant 10 ans. La recette de fabrication est gardée secrète et elle n'a pas le droit d'être utilisée par d'autres laboratoires. Au bout de 10 ans, ce pare-feu saute. Et du coup, d'autres laboratoires ont accès à la fabrication de ce médicament et ils peuvent essayer de le fabriquer à moindre coût. Ce médicament, ce biosimilaire, doit avoir démontré son équivalence aux médicaments biologiques de référence en termes de qualité, de sécurité et d'efficacité. Et pour pouvoir être considéré comme biosimilaire, son coût de fabrication, et donc le coût pour la société, doit être au moins de 25% moins cher au prix du médicament Princeps. Par exemple, si on prend le rituximab, la molécule Princeps, c'est MabThera. C'est un médicament qui a un anticorps monoclonal qui va se fixer sur le lymphocyte B et qui va organiser la destruction de cette cellule. Quand les tests ont été faits pour le MabThera, il y a eu au début des analyses classiques, après il y a eu des modèles animaux, et puis après, il y a eu des essais cliniques de phase 1 pour voir la tolérance, de phase 2 pour voir l'efficacité et de la confirmer en phase 3. Tout ça, c'est le cheminement classique d'un médicament.
Quand on fait un biosimilaire, les choses vont plus vite. Il y a un gros temps d'analyse de la similarité pour s'assurer que le médicament est identique à 99,99%. On passe rapidement chez l'animal et après, les autres phases d'efficacité vont beaucoup plus vite puisqu'on sait que le médicament est très proche du médicament princeps. Le principe de prescription, c'est ce que Laurent Chiche vous a dit, c'est que c'est toujours une discussion entre l'efficacité qu'on souhaite avoir, l'activité de la pathologie et également les effets secondaires. Parce que même si ces médicaments sont ciblés, effectivement, ils ciblent un messager chimique ou un récepteur, mais ça bloque une certaine cascade et ce sont des médicaments immunosuppresseurs, donc qui nécessitent des principes de précaution, des principes de sécurité, avec notamment les vaccinations, toutes les protections par rapport aux infections qu'on peut avoir. Elles sont valables comme pour les autres immunosuppresseurs. Alors, des spécificités selon la pathologie auto-immune, et du coup, je vais repasser la parole à Laurent pour le lupus. Alors, si vous vous demandez quels sont les traitements actuels, ou est-ce que le traitement que mon médecin me prescrit, c'est quelque chose qui est entre guillemets dans les règles de l'art, on a pour toutes ces maladies maintenant un effort qui est fait au niveau national de ce qu'on appelle un PNDS, un protocole de diagnostic et de soins national. C'est des documents qui sont libres d'accès, ils ne sont pas incompréhensibles, en fait c'est assez rédigé de façon assez simple, et puis en vérité vous pouvez y aller pour vérifier où est votre médicament, mais c'est effectivement une bible un petit peu pour tous les médecins français, pour que sur le territoire les traitements soient homogènes. En 2026, un médecin qui s'occupe d'un patient qui a un lupus ou d'une vascularite, il va probablement dans une situation avoir les mêmes choix de traitement sur tout le territoire, et ça c'est assez rassurant. Alors ensuite, effectivement, il y a des actualités. Le lymphocyte B, en fait, c'est les globules qui font les anticorps de toutes les pathologies auto-immunes. On dépiste des anticorps, et donc c'est une cible, comme l'a dit Pierre-André, qui est majeure. On avait donc le fameux rituximab, en fait, qui a été un des premiers médicaments qui cible le lymphocyte B, qu'on a utilisé dans toutes les maladies auto-immunes quasiment. Il y a un nouveau médicament qui est en cours de développement, notamment dans l'atteinte rénale du lupus, dont on va disposer très bientôt. Ces médicaments, avant qu'ils aient l'autorisation de mise sur le marché, le prix, etc., très souvent, nous, on les utilise en fait hors autorisation. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça veut dire qu'on se concerte dans des réunions au niveau local ou national, dans des centres qui sont référents, pour discuter des fois pour qu'un patient en 2026 puisse avoir un progrès d'une molécule qui va être approuvée dans l'année et qu'à quelques mois après, il puisse en bénéficier. Et puis, effectivement, dans le lupus, jusqu'à présent, on avait seulement 2 biothérapies qui avaient passé tous les filtres qu'a montré Pierre-André, c'est-à-dire des études chez l'animal, chez un grand nombre de patients, pour être sûr que ce qu'on donne est prouvé. La première dans le lupus, c'est le belimumab, qui est un traitement qui cible une petite protéine dont a parlé Sophie au début, qui s'appelle BLyS ou BAF, et qui vient activer les fameux lymphocytes B. Donc là, on n'attaque pas la cellule directement coupable, on attaque ce qui la stimule. Et donc ça, c'est un médicament qu'on a depuis plus de 10 ans dans le lupus. Et plus récemment, on a une autre molécule qui cible aussi une autre protéine importante du lupus, qui est l'interféron, qui s'appelle anifrolumab, et qui vient bloquer les récepteurs. Comme a dit Pierre-André, on peut bloquer soit la protéine incriminée, soit le récepteur sur les cellules. Et ces 2 médicaments ont des indications dans le lupus selon sa forme. Je ne rentrerai pas dans le détail là, on pourra en parler dans les petits groupes. Mais voilà, vous voyez que pour une maladie rare, quand même, ça fait peu de biomédicaments. Dans la polyarthrite, franchement, ils en ont beaucoup plus, parce que c'est une maladie plus fréquente, plus nombreuse, mais avec le temps, même dans les maladies les plus rares, c'est en train vraiment de se développer, la fameuse révolution est en train de les toucher. Et du coup, pour les vascularites à ANCA, il n'y a pas également encore le fameux rituximab, où on cible ce fameux lymphocyte B. Donc on détruit le lymphocyte B, ce lymphocyte B qui fabrique les ANCA, mais également qui fabrique d'autres anticorps. C'est pour ça qu'on essaie d'affiner les recherches, on essaie de développer des médicaments qui cibleraient ces fameux lymphocytes dont vous a parlé Sophie, les lymphocytes autoréactifs, un peu les mauvais élèves qui restent à fabriquer ces mauvais anticorps, quelque chose qui sera encore plus ciblé, donc ça c'est en cours de développement. Et comme l'a dit Laurent, ça fait partie du protocole national de soins des vascularites qui est accessible. Alors ça, c'est pour la granulomatose avec polyangéite et la micropolyangéite.
Il y a une troisième maladie dans les vascularites associées aux ANCA qu'on appelle la granulomatose avec éosinophilie et polyangéite, qui est un petit peu différente, qui prend quand même certains mécanismes de ces deux cousines, mais qui a une autre partie qui est un petit peu plus mystérieuse, avec notamment l'implication d'un autre type de polynucléaires qu'on appelle les polynucléaires éosinophiles. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on a des traitements qui ciblent cette fameuse cellule, le polynucléaire éosinophile. On a ce qu'on appelle le mépolizumab, qui est, alors il cible pas directement l'éosinophile, mais il cible la cytokine qui est l'interleukine 5 qui favorise la survie et la production de ces éosinophiles. Et puis il y en a un autre qui n'a pas encore l'autorisation de mise sur le marché, mais qui peut être une alternative prometteuse, qui s'appelle baralizumab, qui neutralise l'interleukine 5, où cette fois-ci on bloque le récepteur de l'interleukine 5 directement sur l'éosinophiles. Donc vous voyez que même sur des niches de cellules, il peut y avoir des biomédicaments spécifiques qui sortent aussi, et c'est maintenant intégré également au protocole national de soins. Voilà, merci à vous tous de votre temps. Alors pareil, on a la place pour 2-3 questions. Je voulais savoir, dans la biothérapie, est-ce qu'il y a des contraintes de mode d'administration, péros, injectable, et de conservation, froid ou pas, enfin chaîne du froid? Ouais, c'est une bonne question. Tu veux... Alors, on a plusieurs voies d'administration de ces biothérapies. Alors, bon, je parle pour le rituximab, ça se fait en intraveineux à l'hôpital, donc ça implique d'être au moins en hospitalisation de jour. Après, pour d'autres biothérapies, comme par exemple le belimumab, il existe en voie sous-cutanée également. Le mépolizumab est également en voie sous-cutanée, et du coup, on peut voyager avec, hein, même en cabine d'avion. Il suffit d'avoir l'ordonnance avec soi, et ça, effectivement, c'est des médicaments qu'on va transporter à 4 degrés pour éviter une rupture de la chaîne du froid. D'autres questions ? Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais juste revenir sur l'épargne au niveau de la cortisone, pour justement comment vous gérez le sevrage quand il est possible sur certains patients, et est-ce que il y a des analyses qui peuvent venir vérifier le redémarrage de la synthèse de cortisol au niveau de l'organisme, enfin en gros un peu les recommandations, et comment vous gérez ça, cette étape? Alors généralement, quand on arrête la corticothérapie progressivement, et en plus qu'on l'a donné le moins longtemps possible, et dépendant aussi un peu de l'âge, le système hormonal naturel redémarre assez rapidement. Dès que le corps n'a plus la cortisone, le lendemain, il redémarre sa production. Mais des fois, ce redémarrage, il peut être un petit peu des fois plus long. C'est pour ça que des fois, si on voit qu'il y a beaucoup de fatigue ou des symptômes de sevrage importants, on va avoir tendance cette fois à donner l'hormone hydrocortisone, qui est un équivalent, comme pour l'insuline, de la cortisone naturelle. Mais ces situations d'insuffisance surrénalienne, les glandes qui fabriquent la cortisone s'appellent les surrénales, et donc quand elles ont été endormies pendant des mois par la cortisone qu'on prend par la bouche, le réveil peut être un peu plus lent chez certains, on fait attention. Si on a un doute justement là-dessus, on peut faire un dosage du cortisol circulant à 8h du matin à jeun. On peut faire d'autres tests aussi plus compliqués pour voir comment elle se réveille ou pas. Mais généralement, maintenant, il y a un consensus pour dire qu'un simple dosage du cortisol, qui est dans des bons chiffres, en fait, est plutôt rassurant. Le seul bémol, c'est s'il y a quelque chose d'autre, par exemple une infection. Par exemple, vous avez de la cortisone pendant quelques mois, on l'arrête très progressivement, ça se passe bien. Vous n'avez plus de cortisone et le corps reprend son fonctionnement. On est à quelques jours de l'arrêt et hop, la grippe arrive. Dans cette situation, en fait, le corps, naturellement, il est censé fabriquer naturellement 2 ou 3 fois plus de cortisone pour lutter contre le stress. Si le réveil n'est pas encore complet, à ce moment-là, ça peut vous mettre un peu dans le rouge relativement. Vous en fabriquez naturellement, mais pas complètement ce qu'il faudrait. On va devoir donner un coup de pouce en reprenant non pas la corticothérapie, mais en donnant cette fameuse cortisone naturelle un petit peu pendant quelques jours. Donc ça, c'est des précautions qu'on donne au sevrage, effectivement. Donc quand il y a un sevrage de cortisone, c'est quelque chose qui se prépare. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter la corticothérapie, notamment aux doses plus élevées, il faut y aller très progressivement.
Merci beaucoup. Justement, pour continuer sur le sujet de la cortisone, j'ai pas très bien compris. On produit de la cortisone de façon naturelle à peu près équivalente à 5 mg par jour. Quand on rajoute ces 5 mg en toile de fond, donc ça fait plutôt à ce moment-là 10 mg jour de cortisone. Non, parce que justement, quand le corps voit arriver la synthèse, oui. il est intelligent dans son système de régulation, en fait, il arrête de faire. D'accord, ok. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, comme il se met en pause, okay. Ce qu'on espère, c'est quand on arrête la synthèse, il reprend naturellement. Mais des fois, cette jonction peut prendre un peu de temps selon la durée que vous avez été exposé à ce qui vient de l'extérieur, selon l'âge aussi. C'est pour ça qu'on fait attention à cette reprise, en fait. D'accord. Et donc, sur 5 mg de cortisone jour, il n'y a pas d'effet secondaire, vraiment, en tout cas pas d'effet délétère. Et donc, dans quel cas cette cortisone à 5 mg jour au long cours est prescrite? Alors, en fait, pour être bien clair, 5 mg ou moins est très rassurant parce qu'on se rapproche de la physiologie, mais néanmoins, la cortisone de synthèse sur le long terme, en fait, a des effets quand même cumulatifs, par exemple sur le capital osseux, sur le plan cardiovasculaire. Donc c'est pour ça que l'idéal est vraiment d'arrêter. Le message, il est juste de dire qu'en fait, si vous êtes contrôlé au niveau de la maladie pendant un certain temps, par exemple quelques mois, avec 5 mg, il n'y a pas péril en la demeure. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique, c'est-à-dire que tout le monde soit content de 5 mg et qu'on ne le remette jamais en question alors qu'on a les moyens de le faire. Okay. Donc il y a deux choses à éviter. Banaliser en fait le fait de laisser une petite dose de cortisone sans jamais la remettre en question, ou inquiéter les gens parce qu'ils n'auraient que 5 mg. Les deux sont des extrêmes qu'il faut essayer d'éviter, mais c'est pour que ça soit complet. Okay. Merci. Allez, une dernière question. Bonjour, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais la biothérapie, en fait, elle est censée venir remplacer tous les traitements qu'on a aujourd'hui? Est-ce que c'est... Alors, ce sont des traitements d'épargne cortisonique, au même titre un peu que les immunosuppresseurs. Ce sont des traitements de fond. On les utilise très rarement. Ce n'est pas un traitement de la crise parce que ce n'est pas un médicament qui va agir en 24 ou 48 heures comme quand on a des douleurs articulaires ou par exemple on met tout de suite, des fois on peut mettre 15-20 mg de cortisone pour soulager et pour calmer un peu les choses. C'est vraiment un traitement de fond. Ça met quand même plusieurs semaines à être efficace. Et le but, effectivement, c'est que ça prenne le relais d'une corticothérapie, ou en tout cas que ça permette de la baisser, parce que sinon, on serait obligé, par exemple, de dire, si on n'avait pas de médicaments d'épargne cortisonique, peut-être qu'on ne pourrait pas descendre en dessous de 20 mg par jour de cortisone, ce qui n'est pas envisageable, plus envisageable en tout cas à ce jour. Et du coup, on utilise ces médicaments pour baisser et pour essayer d'arrêter la cortisone. Et Ce sont des traitements de fond. Est-ce qu'on a forcément besoin d'un biomédicament? La réponse est non. Beaucoup de patients n'auront jamais de biomédicaments parce que des médicaments dans le lupus, par exemple, comme le plaquenil, sont un des premiers traitements d'épargne cortisonique. Et dans d'autres maladies, par exemple, effectivement, on donnera un traitement par biothérapie qu'on pourra ensuite arrêter parce qu'ils ont aussi un effet rémanent dans le temps, comme le fameux rituximab. Et donc, il n'y aura pas forcément, à un moment donné, besoin forcément de biomédicaments. Donc, tout le monde n'est pas concerné. Par contre, chez un patient chez qui on n'arrive pas à arrêter la corticothérapie, heureusement qu'on a bien sûr le plaquenil, et quand ça ne suffit pas, les immunosuppresseurs, les biomédicaments, un arsenal qui est en train de s'enrichir, pour pouvoir trouver aussi ce qui vous convient le mieux par rapport à des effets secondaires. Et les biothérapies, pour certains types d'atteintes, ne pourraient pas rentrer dans l'ordre. On peut, par exemple, une atteinte rénale très active sur un lupus, même si la cortisone n'avait pas les effets secondaires qu'on connaît, ça ne suffirait pas pour mettre au repos la maladie, parce que ce n'est pas suffisant. Donc il y a aussi, hormis le fait que ce soit une épargne cortisonique, il y a aussi le fait qu'on bloque d'autres voies du système immunitaire qui sont très impliquées dans le développement de la pathologie auto-immune.